triangulation minimale topologique. Les complexes de la simplicité simplicielle des groupes, de ce qu'on appelle cas de complexité de certaines classes de groupes. Ça concerne la complexité simplicielle des groupes. Je rappellerai qu'est-ce qu'on appelle un groupe. Et ensuite, je parlerai des groupes. Alors là, c'est pas fini. Des groupes d'indices libres, ou l'indice libre d'un groupe. Donc, pour commencer, excusez-moi, je vais juste régler ça. Non, je vais laisser comme ça. Pour commencer, les simplexes, qu'est-ce qu'on appelle un simplex? Donc, on se place dans un espace vectoriel X et on considère K sommets, X1, X2 jusqu'à Xk, K sommets distincts dans X, reliés deux sommets par un fil, ça nous donne un segment. Trois sommets, ça nous donne un triangle. 4 sommets, un tétraèdre, et ainsi de suite. On peut le voir ici. Donc, on a 4 sommets. Donc, un sommet tout seul. Et là, si on relie deux sommets par un fil, ça nous donne un segment. Voilà. Ensuite, un triangle. Et là, un tétraèdre. On peut voir aussi ça pour le cas de 4 sommets, de 5 sommets, et ainsi de suite, de n sommets. 4 sommets, c'est déjà donné là. Donc, en général, relier n sommets 2 à 2, ça nous donne un polyèdre convexe de dimension n-1. On l'appelle n-1 simplex. On l'écrit, c'est delta n-1. Donc, n-1, c'est la dimension de notre simplex qui est donnée par x. Alors, ici, ce n'est pas les x, mais c'est plutôt t. Pardon. Là, c'est les t. Donc, c'est T1, T2, Tn dans Rn, tel que la somme de ces coefficients est égale à 1. C'est-à-dire, c'est l'enveloppe convexe de ces sommets. Donc, un zéro simplex, un point, c'est un zéro simplex. Un segment, c'est un simplex. Un triangle de simplex, et ainsi de suite. Donc, un tétraèdre, c'est un 3 simplex. La dimension d'un simplex, on l'a défini comment? C'est le nombre de sommets auquel on soustrait 1. C'est-à-dire, c'est le nombre de sommets moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un complexe simplicio? Un complexe simplicio, comme notre cas, c'est un ensemble de simplex qui vérifie deux conditions. Donc, la première, chaque face d'un simplex K est dans K. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle les faces? Si on prend un triangle, les faces d'un triangle sont les arêtes et les sommets. Si on prend un tétraèdre, sont les triangles, les sommets et les arêtes. La deuxième condition, c'est que une intersection de deux simplex, si soit elle est vide, si elle n'est pas vide, c'est une face qui appartient à chacun des deux simplex. On prend delta 1m simplex, premier simplex de dimension m, delta 2n simplex de dimension n, tous les deux sont dans K. Si leur intersection n'est pas vide, donc c'est forcément une face qui appartient à ce simplex et à un simplex aussi, et qui est aussi dans K. Si ces deux conditions-là sont vérifiées, donc le complexe K est dit complexe simpliciel. Il est fini si le nombre des simplex sont finis. C'est infini dans le cas contraire. Bon, ça c'est un exemple, une illustration. Excusez-moi, je ne trouve pas où mettre une illustration d'un complexe simpliciel. Donc, on a des sommets, des arêtes, des triangles, des tétraèdres. La dimension de ce simplex-là, elle est donnée par la dimension du simplex qui a la plus grande dimension. C'est-à-dire que là, la dimension de ce complexe simpliciel, c'est la dimension elle est égale à 3, qui est la dimension de ce tétraèdre, de ce simplex-là. OK, donc là, ça concerne les complexes simpliciaux.
Quand on parle d'un complexe simplicial, on peut parler aussi de la triangulation. La triangulation, c'est une autre façon de décrire un espace topologique. Si on prend X, c'est un espace topologique, on remplace notre espace X par un autre espace qui est à la nature plutôt d'un complexe simplicial, mais qui est de même type que X, c'est-à-dire qu'il respecte les propriétés topologiques et homotopiques. Regardons cet exemple. Le tor, on prend un tor ou un pleu. Il admet plusieurs triangulations. Quand on parle de la triangulation, il n'en existe pas qu'une seule. Comme vous voyez là, il peut admettre cette triangulation. Si on zoome, on voit bien que ces petits morceaux-là sont des triangles. Ils satisfont tous les propriétés d'un complexe simplicial. Parce que quand on dit trianguler un complexe, trianguler un espace topologique, c'est-à-dire que de cet espace topologique est un complexe simplicial, c'est-à-dire quand on parle, voilà, un complexe simplicial veut dire qu'il est déjà, c'est un espace topologique qui a été triangulé. Et donc, quand on parle d'une triangulation, elle doit aussi vérifier les deux conditions. Les intersections sont vides, soit une face qui appartient aux deux simplexes, et chaque face d'un simplexe appartient à notre complexe. Donc là, c'est une triangulation du tor T2. On peut le voir aussi comme suit. Cet objet-là, c'est aussi une triangulation du tor T2. Donc, on a des triangles et qui vérifient les propriétés d'un complexe simplicial. Un autre exemple, on peut le voir sur la sphère de dimensionnelle. Celle-là, c'est une sphère de dimension 2 qu'on peut voir dans R3. Elle admet plusieurs triangulations. Regardez, on peut commencer par cette triangulation-là. Ensuite, on peut agrandir le nombre de triangles en faisant une décomposition barycentrique de chaque triangle, c'est-à-dire en gardant toujours les deux propriétés ou les deux conditions. Donc, tout cela, c'est des triangulations de notre sphère S2. Oui. Alors, on parle d'un complexe simplicial, on peut aussi parler d'un complexe qui n'est pas simplicial. Qu'est-ce que ça veut dire un complexe qui n'est pas simplicial? C'est un objet qui ne vérifie pas une ou les deux conditions, c'est-à-dire cet objet-là, c'est bien un complexe simplicial. On peut voir que c'est des intersections, c'est un simplex, tout va bien. Cet objet est bien un complexe simplicial de dimension 2. Si ce truc, alors c'est, il est de dimension 2 si ces quatre sommets-là ne forment uniquement deux triangles. Si c'est un triangle, c'est donc de dimension 3. Ce complexe ou cet objet n'est pas simplicial parce que là, ce qu'on a ici, c'est un triangle, mais il manque une arête. Et comme il manque une arête, c'est donc pas un simplex. On peut pas le définir comme un delta 2 puisqu'il manque ici une arête. Regardons cet objet. Il est formé de deux triangles et on voit bien que l'intersection de ces deux triangles-là n'est pas une face. C'est un segment, mais ce segment-là n'est pas une face, ni dans le premier, ni dans le deuxième. Donc, cette intersection n'est pas simpliciale. On peut voir un autre exemple. Si on prend deux segments et que leur intersection, c'est juste comme ça deux sommets. Ces deux sommets-là, chacun tout seul forme un simplex, mais en même temps, ils ne forment pas un simplex. Les deux ne forment pas un simplex. Donc, cette intersection de deux arêtes n'est pas un complexe simplicial, parce que l'intersection n'est pas une face qui appartient, n'est pas une seule face qui appartient aux deux simplexes. Donc, ça, c'est ce qui concerne la complexe non simplicial. Oui. Ce qui nous intéresse là, c'est de voir les triangulations minimales. Parce qu'on peut parler d'une triangulation quelconque, il suffit juste
de faire à chaque fois, même si elle n'est pas, c'est-à-dire même si au début on n'a pas un complexe simplicial, on peut faire c'est-à-dire on a une pseudo-triangulation avec des subdivisions barycentriques. On finira, à partir de la deuxième subdivision barycentrique, on aura un complexe qui est bien simplicial, mais avec un nombre assez important de triangles. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est de voir les triangulations minimales, c'est-à-dire chercher à avoir le nombre minimal de triangles. Donc, rappelons cet exemple, la sphère. Tous ces objets-là, chacun représente un complexe simplicial de la sphère, si on peut dire ça. C'est la triangulation d'une sphère dans chacun des 4 cas, mais qui n'est pas simplicial, qui n'est pas minimale, pardon. La triangulation minimale de la sphère, elle est plutôt donnée par, comme ceci. Vous verrez tout à l'heure que cet objet-là, c'est un tétraèdre. Regardons la face, le triangle là. P1, P2 et P3. On a P2, P4 et P3, c'est le deuxième triangle. On a celui qui est à gauche, le P3, P1 et P4, et celui qui est en bas, le P1, le P2 et le P4. Ces 4 triangles-là vérifient bien les conditions d'un complexe simplicial, de même d'une triangulation. Ils représentent la triangulation minimale de la sphère. Donc, toutes ces triangulations sont des triangulations de la sphère S2, mais la minimale, c'est celle-là. On ne peut pas avoir moins. Sur une sphère S2, on ne peut pas avoir une triangulation avec moins de 4 triangles. Okay. Bon. Donc là, je vais juste donner une brève ou un rappel d'un groupe. Donc on prend E, c'est un ensemble fini d'éléments, A1 à AN. Donc on définit le groupe par ses générateurs et un ensemble de relations. Ces relations-là sont définies par les générateurs. Qu'est-ce qu'il vérifie le groupe? Il contient l'élément neutre, c'est-à-dire que l'opération, tout élément AI qui est dans G, bon, juste pour faire une petite remarque, ce n'est pas le bon fichier que j'ai ouvert là. Parce que là, c'est pas modifié les notations, mais ce n'est pas le bon fichier. Donc, il existe l'élément neutre dans G, tel que tout élément AI dans G. L'opération E1, elle est égale à 1, et l'opération 1.E égale à 1. L'associativité, si elle vérifie cette égalité, c'est-à-dire que l'opération AB ensemble, ensuite l'opération ABC est égale à A opération B point C. Le troisième point, c'est l'existence de l'élément de l'inverse de chaque élément, c'est-à-dire tout élément dans G, il existe AI, il existe un élément BI dans G tel que AI, BI est égal à l'élément neutre et BI, AI est égal à l'élément neutre. OK. Un exemple, excusez-moi, je cherche. Il n'y a pas un moyen de faire disparaître cette part-là? Alors, l'exemple, on prend le groupe G qui définit deux générateurs et une relation A1, A2 qui est égale à A2, A1. On peut aussi l'écrire sous forme A1, A2, A-1, A-2 qui est égal à l'élément neutre. Bon, qu'est-ce qu'on appelle un groupe libre? G est dit groupe libre si l'ensemble de ces relations est vide, c'est-à-dire s'il est défini uniquement par ces générateurs. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation sur ces générateurs. Qu'est-ce qu'on appelle indice libre d'un groupe? Si un groupe G qui définit l'ensemble de ces générateurs CE et l'ensemble de ces relations CK, on dit que l'indice libre de ce groupe est égal à 0
si ces relations sont définies par tous les générateurs, c'est-à-dire ces relations sont écrites en fonction de tous les générateurs. Si on a un générateur qui n'apparaît pas dans l'ensemble des relations, on dit que l'indice libre est égal à 1. Il est non nul, c'est-à-dire qu'on a un générateur qui n'apparaît pas dans les relations. Et si on a plusieurs éléments, plusieurs générateurs, donc l'indice libre et non nul est égal au nombre de ce générateur-là. Donc, comme je n'ai pas le bon fichier, donc je vais le dire juste à l'oral. Un groupe, il est dit de type fini si l'ensemble de ce générateur est fini, s'il est défini avec un nombre fini de générateurs, il est dit de présentation finie, c'est-à-dire qu'un ensemble fini de générateurs et un ensemble fini de relations. Là, qu'est-ce qu'on appelle un groupe fondamental? J'ai vraiment donné ici une très très brève définition. Donc, X est un espace topologique. Le groupe fondamental de X qu'on note Pn de X, il est défini par les classes d'équivalence des courbes simples et fermées, non contractiles, dans X. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit une courbe simple et fermée, c'est-à-dire elle ne s'auto-intersecte pas et elle n'est pas contractile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la ramener, on ne peut pas ramener cette courbe-là vers un point. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un trou, il y a des objets qui nous dérangent pour pouvoir fermer la courbe. Bon, on va voir cet exemple. Pour la sphère, on fixe un point. Et quand on parle de groupe fondamental, on fixe à chaque fois, on fixe toujours un point. On fixe un point et on trace cette courbe simple et fermée. Regardez, on peut ramener cette courbe d'une manière continue, c'est-à-dire rétrécir de plus en plus le rayon de ma courbe jusqu'à avoir un point. Lorsque ce cas se représente, c'est-à-dire pour toute courbe simple et fermée, on peut toujours la contracter vers un point. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le groupe fondamental de notre objet, il est trivial, c'est-à-dire il contient uniquement l'élément neutre. Donc, le π1 de S2 est égal juste à l'élément neutre. Pourquoi? Parce que toutes les courbes qu'on trace sur la sphère, elles se contractent à un point. Donc, le groupe fondamental est égal à l'élément neutre. Parce qu'ici, on n'a pas de classe d'équivalence de courbes qui ne se contractent pas. L'exemple 2, si on prend le plan R2. Le plan R2, il est comment? Si on fixe un point et on trace des courbes, on peut toujours tirer cette courbe, la contracter vers le point. Donc, le groupe fondamental, il est comment ici? Il est trivial. Ici, on enlève un point à notre plan, qui soit l'origine. Et si je trace une courbe et qu'à l'intérieur, il y a ce trou-là, puisque j'enlève un point, donc j'aurai un trou, je ne pourrais pas tirer cette courbe-là. C'est-à-dire que je ne pourrais pas la contracter vers le point fixé, comme on peut le voir ici. Donc là, on fixe un point, on suppose qu'il existe ici un point. Cette courbe-là, dans le plan R2, on peut la contracter. On peut la contracter vers un point. Par contre, ici, comme vous voyez, il y a un trou. On ne peut pas la contracter parce qu'il y a le trou qui me dérange pour ramener la courbe vers un point. Donc, le groupe fondamental ici, il est non trivial, contrairement à ce cas-là. Le groupe fondamental, c'est Z. Un autre exemple, pour le tore T2, pour ce pneu-là, son groupe fondamental n'est pas trivial. Comme vous voyez, la courbe rouge, je ne pourrai jamais contracter la courbe rouge, non plus la courbe bleue.
Si je trace ici des courbes parallèles à la courbe rouge, je pourrais toujours les déplacer, les ramener vers ma courbe rouge. C'est-à-dire que la courbe rouge, elle représente la première classe d'homotopie. Pareil pour la courbe bleue. Si je trace des courbes parallèles à cette courbe-là, je pourrais toujours les déplacer pour les ramener vers cette courbe-là. Donc, ces deux courbes-là, elles représentent chacune une classe d'équivalence de courbes qui ne sont pas contractiles. Donc, d'une part, on peut déduire quoi? On déduit que le groupe fondamental de notre tore est non trivial. On a deux classes, donc on a deux générateurs, de manière simple de le voir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La relation. Pour voir les relations. Si vous faites, c'est-à-dire si on fait un tour dans le sens direct sur cette courbe-là rouge, ensuite on va vers le sens direct de la courbe bleue, on continue dans le sens inverse de la courbe rouge et on fait dans le sens inverse de la courbe bleue, on aura quoi? On aura une courbe sur ce tore-là qui est contractile. Et cette opération-là, elle représente la relation de notre groupe fondamental. Le pi1 de T2 est non trivial, il est donné par le produit direct de Z et Z. Ok, donc là, c'est pour le troisième exemple. Donc, voilà, ça je l'ai dit, que chaque courbe non contractile sur X, elle représente une classe, un générateur. Chaque classe de courbe non contractile, elle représente un générateur. Et les relations de ce groupe-là, elles sont données par les relations sur ces courbes-là. Ok, donc là, c'est bon. Alors, pour cette partie-là, je crois que